Ça fait près d'une trentaine d'années qu'on cultive en semi-direct en France. Aujourd'hui, on retrouve Frédéric Thomas qui va nous faire une synthèse de l'histoire des réseaux de l'ACS en France. Donc cette semaine, on a Frédéric Thomas, qu'on ne présente plus, même si on va quand même le représenter. Euh, Agronome, journaliste, globe-trotter. La chance qu'on a avec Frédéric, c'est que il rédige depuis à peu près 25 ans la revue de référence sur l'ACS, les TCS, et même je dirais l'agronomie au niveau français. Euh, et donc, Frédéric, depuis 25 ans, il consigne tout ce qui se passe et toutes les évolutions du milieu de l'agronomie. Et donc, c'est pour ça que ce soir, il va venir nous parler un petit peu histoire, parce que c'est important, c'est bien de savoir ce qu'on fait, mais c'est important de savoir d'où on vient. Et donc, Frédéric va nous parler de l'histoire de la conservation des sols en France, même si c'est une histoire récente. Il s'est passé quand même plein de choses en 25-30 ans. Mais peut-être, Frédéric, je vais te laisser te présenter. Peut-être les gens te connaissent en tant que conférencier, agriculteur et rédacteur de TCS. Peut-être que tu veux te représenter, puis après, on prendra un peu de temps pour reprendre ton parcours et puis chronologiquement l'histoire de la CS en France, quoi. Hmm. D'accord. Ouais, ben, tu as déjà dit pas mal de choses, hein. Donc, je navigue dans différents milieux. En fait, je fais le grand écart entre une activité d'agriculteur en ACS depuis 96 et puis après la partie rédaction, enfin transmission à travers la revue, à travers conférences, formations. Et puis tout ça, ça me donne quand même, ça m'amène à voyager pas mal en France, hein, de croiser beaucoup d'agriculteurs, des techniciens, voire des plateformes de recherche, également à l'étranger, de lire un peu de la recherche. Donc en fait, je navigue pas mal entre la théorie et la pratique. Et j'aime bien la phrase qui dit que la pratique, c'est vraiment le meilleur filtre des connaissances. Et oui, quand on parle d'agronomie, faut pas oublier la pratique. On peut raconter des belles histoires, mais après, faut les mettre en musique dans les champs. Donc, je navigue au milieu de tout ça. Super. Je n'ai pas précisé, bien sûr, pour ceux qui nous regardent, vous avez le chat YouTube, donc posez vos questions, bien sûr, si vous avez des questions pour Frédéric, on les reprendra tous ensemble. Euh, donc, si je ne me trompe pas, donc tu es né en 63 et après, je ne sais pas quelle formation tu as fait. Oui, tu te trompes pas. 63, ça fait 62 ans maintenant. Donc, non, j'ai fait une formation très classique, hein. Je souhaitais être agriculteur depuis le départ, depuis même tout jeune, hein, en fait, hein. Et donc, j'ai été en lycée agricole, fait un BTA. Je voulais faire un BEPA, mais en fait, j'ai glissé vers un BTAG. Par contre, à la fin du BTAG, j'ai décidé d'arrêter les études. Je voulais pas faire de BTS comme mes collègues. J'avais un petit peu ras-le-bol de l'école et là, j'ai décroché un système de bourse pour aller aux États-Unis travailler. On en reparlera peut-être après. Euh, j'ai quand même fait ensuite un BEP après mon BTA, un BEP SEMA à l'époque, qui est conduite et entretien du matériel agricole. C'est en formation professionnelle. Et puis j'ai fait un BTS ensuite, c'est Axe aujourd'hui, aussi en formation professionnelle, mais je l'ai fait beaucoup plus tard. C'était un moyen de valider mes acquis. Ok, ok. Et donc, alors moi, je m'étais noté que en 91, tu avais créé une entreprise Farming Communication. Est-ce que Oui. c'est postérieur à tes voyages à l'étranger ou c'était antérieur? Non, c'était postérieur. Je ne Postérieur. pas tes voyages à l'étranger alors dans ce temps. Ouais, j'ai été de
aux États-Unis de 82 à 85. Ok. Et puis après, ben, je suis rentré en France, j'ai eu plusieurs activités. C'est là que j'ai refait un peu de formation. J'ai repassé un an en Australie, en Australie occidentale, WA, Western Australia, pour faire une saison culturelle des semis jusqu'à la récolte des céréales. Puis ça m'a amené jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et puis quand on est rentré en 91, c'est là que, bah, en fait, j'avais passé pratiquement 10 ans à circuler un peu la planète agricole. Ça m'avait apporté plein d'idées. J'avais déjà commencé à intervenir. J'avais pas mal de contacts et puis commencé à travailler déjà sur la partie ACS. Et donc, ça me paraissait logique de m'installer en freelance. J'étais pas fait pour travailler pour quelqu'un à plein temps. Je préférais garder ma liberté. Et donc, c'est là que on a pris le nom et on a créé l'entreprise. Je dis on parce que ma femme travaille avec moi, Farming Communication. Ok. Et je crois que c'est aussi, je vais partager en même temps mon écran. Toc. Et je crois que c'est aussi à cette époque que tu as plus ou moins commencé à travailler dans le milieu donc semi-direct français du machinisme avec Michael Horsch, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai commencé en fait, si tu veux, j'ai commencé à vouloir démarrer en rentrant des États-Unis en 85. Et puis, ça a plutôt été sporadique. Je n'ai pas rencontré vraiment des gens avec qui ça pouvait faire écho. Euh, et, et en fait, j'ai été un moment prof dans un lycée agricole de machinisme et d'agro. Je terminais mes cours sur la plantation des céréales par quelques articles, entre autres sur le SEM exact et l'approche Orch, pour dire, ben, ma foi, si on laboure pas, et si on labourait pas pour semer les céréales, c'était la conclusion de ce module-là, hein. Et donc, on avait des discussions intéressantes avec les élèves à l'époque déjà. Et puis, j'ai démissionné pour partir en Australie. Et à cette époque-là, Michael Horsch m'a appelé par l'intermédiaire d'un collègue allemand pour que je lui donne un coup de main sur le marché français. Il avait quelques difficultés. Et donc, j'ai commencé à travailler pour lui en 89 et début 90. Et après, quand je suis rentré d'Australie, j'ai continué à travailler pour lui jusqu'en 96. Mais de manière, comment, pas à plein temps, quoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez d'affaires pour pouvoir en vivre pleinement, quoi. Ok, ok. Et je crois que c'est vers cette époque, toc, toc, alors je vais passer, que tu as créé ce dictionnaire de traduction, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Google Traduction, ChatGPT, ou que sais-je encore. Oui, 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 exactement, bravo. Oui, on l'a publié, c'est notre première édition, 92. En fait, bah, dans tous mes voyages, j'avais conservé des petits carnets avec les différents vocabulaires techniques, et donc j'avais pas mal de listes. J'avais monté aussi une formation spécialisée pour les gens qui partent à l'étranger, comme moi je l'ai fait parce que en fait, quand je suis arrivé à 19 ans aux États-Unis, on avait un petit niveau d'anglais, mais on avait beaucoup travaillé l'anglais shakespearien, mais on se retrouve dans un atelier, on ne sait même pas dire un tournevis ou une clé de 13. D'ailleurs, une clé de 13, ça n'existe pas, c'est une clé de three quarter parce que ça parle en pouces. Et en fait, ça crée énormément de difficultés. Donc, je me suis dit, ouais, tous ces jeunes-là qui me suivent, ce serait bien d'avoir un outil qui liste un petit peu tous ces mots techniques. Et
Et en fait, bah, c'est un des premiers gros projets qu'on a mis en place. On, on avait des collègues imprimeurs pas très loin. On a travaillé avec eux. Et à cette époque-là, j'ai aussi contacté Dominique Soltner parce que c'est lui qui m'a expliqué comment on pouvait produire un livre à compte d'auteur. Ça, c'est pareil, quelque chose que je ne savais pas faire. Et Dominique Soltner m'a un peu coaché pour être auto-éditeur. Et donc, le livre est sorti, je crois, en novembre 92. Ça nous a pris presque un an à faire par petits bouts. On n'a pas consacré une année. Et ça a été globalement une très belle réussite, hein. On en a vendu au jour d'aujourd'hui environ 35 000. Ah oui, c'est quand même pas rien pour un bouquin aussi précis au niveau du sujet. Oui, il y a encore des commandes avec des lycées agricoles. C'est assez surprenant et c'est surprenant de voir qu'un livre peut circuler. Euh, J'en ai retrouvé en Irlande, j'en ai retrouvé en Angleterre. Il y a des gens aujourd'hui que je croise des fois, hein, ils me disent, mais c'est le même Frédéric Thomas, le World of Farming et TCS. Oui, oui, c'est bien le même. Et donc, on arrive à cette époque où il y a les premiers, il y a la conservation des sols, on commence à en parler, tu ramènes ça de l'étranger, et je crois que c'est vers ces dates-là que tu t'installes toi en installe sur ta ferme et que la même année, l'APAD, donc l'Association pour la promotion de l'agriculture durable, est créée. Je crois que c'est à peu près vers ces mêmes années. Ouais, si tu veux, on a eu la première partie, on va dire 85, 90, même 92, 13. On était vraiment TCS, quoi. Minimisation du travail du sol. Tu peux même mettre jusqu'en 95, 96. Alors, là, ces grosses 10 années-là ont été vraiment simplification du travail du sol, économie de temps, mécanisation. C'était ça. Il y avait un peu de matière organique, il y avait un peu de vers de terre, mais l'argumentaire était là. C'était l'époque aussi où en fait il y a eu un changement assez fondamental dans la PAC. En fait, c'est qu'avant avant les produits agricoles que l'on vendait, blé, maïs et autres, étaient en fait d'une manière subventionnée avec des droits de douane. Donc en fait, on avait des produits qui étaient garantis à des prix assez élevés. Et en 92, la PAC a libéré les prix. Et donc, on a assisté à une chute des prix. Et en même temps, on a commencé à toucher les aides compensatoires, hein. Et donc là, ça a été quand même quelque chose de très stimulant pour beaucoup d'agriculteurs, hein, se dire, oui, les prix vont chuter, donc il va falloir que j'aligne mes coûts de production. Et donc là, c'était vraiment ça le driver numéro un. Et après, pour répondre à ta question de la PAD, on arrive en 96, 97. Donc là, il y a eu un, un événement assez intéressant. C'est que Monsanto avait repéré que bah, l'agriculture de conservation était en train de se développer un petit peu au niveau mondial, avec quelques îlots dans plusieurs pays, hein, pas qu'aux États-Unis, au Brésil, mais en Europe. Et pour accélérer un peu les choses dans un intérêt de business pour eux, hein, ils ont comment récupéré ce qui s'appelait des fonds LIFE au niveau européen. En fait, c'était des systèmes de cofinancement. S'il y avait un financement à 50% d'une entreprise privée, l'Europe versait les 50% autres, ce qui a permis de démarrer la PAD, ce qui a permis de démarrer le Soil Management Initiative en Angleterre, Baraka en Belgique, en fait, GKB en Allemagne. Il y a eu le démarrage de
plein de groupes un peu partout en Europe et qui étaient rassemblés sous le umbrella de ECAF, hein, qui existe toujours, hein, European Conservation Agriculture Federation. Voilà. Martin? Allô? Ouais, Martin, je t'entends plus. T'as coupé ton micro? Ah Voilà, oui, c'est bon. pardon. Oui, Salut. autant pour moi. J'ai eu un petit souci de redémarrage de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, je disais qu'il y a eu toute cette mouvance à l'époque de démarrage de conservation des sols, de baisse de travail de sol. Et qu'est-ce qui a motivé les agriculteurs à l'époque? Est-ce que c'était de l'environnementalisme ou c'était de se dire travailler le sol, ça me coûte très cher, ça demande beaucoup de fuel, c'est usant matériel. Il faut que je dégage une nouvelle ligne de revenus par l'économie de charge, quoi. Ouais, c'était plutôt la deuxième version, comme je t'ai dit, avec le changement de pack, Ok. hein, donc de 92. Et puis, il y avait un peu aussi une épée de Damoclès d'une nouvelle PAC en 2012. En fait, à l'époque, on n'était pas sûr de continuer à avoir des aides directes à partir de 2012. Donc, le côté économique a quand même été très fort. Ok. Et qui dit commencer à démarrer en semi-direct, dit d'abord il faut que les premiers semoirs arrivent. Donc il y a le hors chez ceux qu'on connaît, mais je crois que assez rapidement, années 95 à 2000, il doit y avoir les premiers semoirs directs à disque, non pas dans, je peux me tromper, hein, qui commencent à arriver. Peut-être c'est pas d'ailleurs c'est pas exactement ces modèles-là aussi, c'est possible. Ouais, ouais. En fait, dans les années 77, 78, 79, tu as des semoirs à disque, hein, qui sont arrivés sur le marché. Euh, et à l'époque, en fait, il y a eu du semi-direct de céréales derrière maïs grain. Parce qu'on était sur des hivers, enfin des automnes extrêmement pluvieux où c'était pas possible de labourer. Et puis, il y avait déjà une petite mouvance, hein, sur la planète. Et donc, il y a un semoir qui s'appelait le Bettinson, qui était un semoir à disque. Et c'est à ce moment-là, Kuhn, Hullard, a sorti le SD 300. Qui était un petit peu l'ancêtre du Séméato avec des roues sur le côté, le semoir de 3 mètres de faire 4 mètres 30 et un discover devant. Et il y en a encore qui fonctionnent, mais ça, c'est sorti dans les années 60, fin 70, début 80. Mais c'était la contrainte. Et puis, comme tu l'as dit, le SEM Exact a vraiment été un déclencheur parce qu'il a apporté de la qualité de semis. Et puis, on a commencé à semer toutes les cultures. Du colza, les céréales et même du maïs. Et même du maïs. J'ai un de mes clients en Bretagne qui a démarré en 94 avec un SEM Exact et il sème encore du maïs aujourd'hui avec du SEM Exact, plus d'une centaine d'hectares, avec une belle réussite. Et donc, ça a été un peu bricolé. Le maïs est à 30-30 avec la fraise, mais ouais. Et puis, il faut attendre ça, les années 80, allez, on va dire plus presque fin 90, début 2000, pour voir arriver vraiment les semoirs à disque qui se sont imposés. Alors, ils se sont imposés en même temps que les couverts sont arrivés. Alors ça, les couverts, on avait déjà travaillé, hein, un peu les couverts végétaux, mais pas assez. On faisait un peu d'avoine, on faisait un peu de moutarde, on faisait un peu de sarrasin, mais c'était pas énormément développé. Et c'est l'arrivée des Sud-Américains dans dans la danse là, qui a vraiment, vraiment donné un coup de booster sur la partie couverts végétaux. Et donc, ces couverts végétaux, bon, bien sûr, ça a été
ça s'est fait progressivement, mais à partir de quelle date on est passé de l'avoine pure ou du seigle seul, ou la moutarde seule, à ce que tu as pu appeler un biomax par la suite, quoi? Ou est-ce que c'est beaucoup plus tard ou ça commençait déjà à se faire à cette époque-là? Entre 2000 et 2005. Ok. Là, si tu veux, il y a eu des événements assez intéressants. Alors, l'ECAF a organisé le premier congrès de l'agriculture de conservation à Madrid. Donc ça devait être en 2001, je crois. Donc, ce qui a permis de rencontrer pas mal de monde, des Sud-Américains. Là, c'était l'entrée sud-américaine. Il y a eu le deuxième congrès ou le troisième qui était à Iguaçu, à Foz do Iguaçu, au Brésil. Donc, a permis aussi des bons contacts avec les Sud-Américains et de voir ce qu'ils faisaient. Ensuite, il y a Semeato, grâce à Alfred Gassler, et c'était d'abord Didier Mealares, et ensuite ça a été repris par Alfred Gassler, qui est arrivé. Qui dit Semeato dit gros couvert. Et puis après, on a fait venir à plusieurs reprises, il y avait Segui qui venait du Brésil. Et nous, on a fait venir pas mal dans nos réseaux Ademir Caligari, aussi du Brésil. Et vraiment, c'est des gens qui nous ont boosté au niveau couvert. Et puis à cette époque-là, on a fait énormément de plateformes de couvert dans tous les sens et on a vu on pouvait vraiment aller plus loin en matière de couvert. Ok. Alors, peut-être qu'on reviendra un peu plus tard avec ces personnes-là, mais je crois que, si je ne me trompe pas, vers la même époque, il y a eu les premiers réseaux aussi, en plus de l'APAD, un premier réseau fédérateur au niveau de la Bretagne, donc l'association Base, où tu as été un des créateurs. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, j'étais à la PAD au démarrage. J'étais un des deux intervenants à la première réunion de la PAD à Paris avec Claude Bourguignon. Moi, je parlais machine et Claude Bourguignon parlait du sol. Et puis, comme j'habite en Bretagne, il y avait quelques techniciens, dont un technicien de petite coopérative du Morbihan, la CAM 56, Jean-Luc Le Bénézic, qui est venu me voir et qui m'a dit, bah, écoute, intéressant, moi je veux rencontrer des agriculteurs qui font ça en Bretagne. Donc, on a commencé à se voir, aller voir des gens, et puis organiser une réunion, essayer deux ou trois couverts, et puis la mayonnaise a pris, et progressivement, on s'est constitué sous forme d'association, qui était l'antenne de la PAD à l'époque. Pour la Bretagne, et ça s'appelait base, au départ, c'était Bretagne Agriculture, Sol et Environnement. Et puis, bien ma foi, la mayonnaise a bien pris. On a été pris un peu de court, hein, d'une certaine manière. On a commencé à avoir des adhérents en Alsace, des adhérents en Normandie, des adhérents en Vendée. On était embêté avec notre nom. On aurait bien appelé les Vendéens Naz ou les Normands Naz et les Vendéens Vaz, mais on n'a pas trouvé pour les Alsaciens. Et donc, en fait, on a transformé le nom en biodiversité, agriculture sur l'environnement. Ça allait bien. Et en fait, on a été euh, assez présent sur tout le Grand Ouest. On avait même une antenne base dans le 04 en Alpes de Haute-Provence. Ok. Et donc, t'as évoqué son nom tout à l'heure. C'est aussi vers cette même période qu'il y a eu les premières brochures officielles ou qui font date sur les TCS. Oui, en fait, en tant qu'élève de lycée agricole, on a tous été formés au Soltner, hein. J'ai encore mon Soltner de 1978, hein. Donc, c'était notre livre. En lycée agricole, on avait les productions animales, les productions végétales, le sol, le climat.
on était nourris et élevés à ça. Et puis, comme il est d'Angers, Dominique Soltner, et quand j'ai édité le livre World of Farming, je l'ai contacté. Donc, on s'est rencontrés. Et puis, bah, j'ai expliqué un peu ce que je faisais à côté. J'écrivais pas qu'un dictionnaire, je m'occupais d'agronomie et de semi-direct, de couvert et tout ça. Et il me dit, mais c'est super intéressant ce truc-là. Bah écoute, oui, c'est intéressant. Et, et puis un jour, il m'appelle, il me dit, mais, bah, moi, je voudrais bien voir ce que ça donne sur le terrain. On devait être en 93-94. Et donc, bah, j'avais une réunion chez un agriculteur qui s'appelle Philippe Bertrand en Mayenne. Et donc, il est venu avec sa 505 à l'époque et l'escabeau sur la galerie parce qu'il prenait des photos un peu d'un escabeau pour donner un peu de champ. Et donc, il m'a dit, mais c'est génial. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait dans sa tête une forme d'agriculture, pas d'agriculture, mais d'objectif de sol, matière organique, activité biologique. Il tourne quand même autour de ça et il voyait qu'on dérapait un petit peu. Mais il n'avait pas la méthode pour ramener. Et d'un seul coup, par cette visite-là, eh bien, c'était le chaînon manquant. Et il avait le lien entre une agriculture, entre guillemets, productive, moderne, et les valeurs agronomiques qu'il avait toujours défendues. Et donc ça, c'était génial. Et après, il m'a dit, mais ça peut s'appliquer au jardin. Et il a commencé à transformer son jardin en jardin semi-direct. Et il a fait plein d'expériences, il a publié plein de documents aussi là-dessus. Et tous les ans, j'allais le voir une ou deux fois, visiter son jardin. Et jusqu'à assez récemment, parce que malheureusement, bon, Dominique Soltner a 89 ans aujourd'hui, donc il fait plus son jardin maintenant. Mais jusqu'à 4 ans, je lui rendais visite et c'était toujours du bonheur. Et il testait toujours plein de choses et avec un jardin qui donnait des super trucs. Donc en fait, Dominique Soltner a fait du maraîchage sol vivant largement avant tout le monde, si on résume. Si tu veux, ouais. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, il était très intéressé partout. Et il trouvait des combines. Il avait aussi à son époque pas mal voyagé. Et donc, et son jardin était quelque chose de vraiment exemplaire. J'ai adoré d'aller dans son jardin. Et toujours la même période, on arrive quand même à une pierre angulaire de l'agronomie française. C'est la création de ta revue. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais créer cette revue? Maintenant, on va dire, bon, bah voilà, parler d'agroécologie ou de conservation des sols, baisse de travail du sol, c'est un truc évident. Je pense qu'à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Le monde n'était pas le même. Vous avez la première de couverture à gauche, la dernière de couverture à droite. Euh, Ouais. Ouais, ouais, le monde n'était pas le même. Et en fait, là, sur la photo de couverture, je suis avec Philippe Bertrand, euh, un de mes premiers clients en 90. Et donc, ouais, je lisais pas mal de trucs. Il y avait le No-Till Farmer aux États-Unis, qui était, je dirais à l'époque, une belle source d'information. J'avais vu au Brésil Planto Direto, semi-direct brésilien. Et puis, en fait, ben, j'étais sollicité par plein de gens que je croisais lors des réunions qu'on faisait, les commentaires de profil, de terrain, quand je racontais des trucs sur les vers de terre, la matière organique. Beaucoup de gens me disaient, mais faut que tu écrives. Et en fait, j'ai pas de formation de journalisme. Et donc, à un moment donné, ben, les graines qui ont été semées par tous ces gens-là ont germé. Et je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas?
Et donc, c'est une histoire un petit peu de fou parce que j'ai fait un premier fake de la couverture. J'ai proposé un abonnement. À l'époque, c'était 257 francs, je crois. Euh, et en fait, j'ai envoyé ça un peu à tous mes réseaux. Mais à l'époque, réseau, ça veut dire quelques petits emails, un petit peu de courrier, et puis on pousse. On n'avait pas la force pour pousser les choses comme on a aujourd'hui. Eh bien, au bout d'un mois, j'avais 250 chèques dans ma boîte à lettres. Ah, il faut se mettre au boulot. Hein, tu as entendu? Oui, oui, j'ai entendu. Et là, tu dis, faut se mettre au travail, il y a de la demande, quoi. Exactement, exactement. Et en fait, je me suis trouvé piégé, d'une certaine manière. J'ai dit, les gens attendent une refus, il faut que je l'écrive. Donc, ça a été, on a tout fait de briques de broc, hein. Donc, à 4 5 heures du matin, chez mon collègue imprimeur pour faire le montage. L'imprimerie, créer le logo, enfin, oui, il fallait tout faire. Emmener, découvrir après ce que c'est que la gestion d'une base de données, ce que c'est que le routage, après demander à la comité paritaire pour pouvoir éditer, enfin, ouais, j'ai découvert ce que c'était la presse de manière assez brute. Et puis, une fois qu'on a envoyé celui-là, le numéro un, je reviendrai sur le quatrième de couverture après, dans la nature, eh bien, on avait, à la fin de la première année, ça c'était, on l'a édité le premier en janvier 80, février-mars 99, ouais, janvier 99. Non. Donc, ça fait 26 ans, un peu plus de 26 ans aujourd'hui. Bon, la gestation avait été quand même de 3 4 ans, hein. On avait fait des petits bouts, des petites tentatives, des trucs comme ça, mais on s'y est vraiment mis en 98, quoi. Hein. Et puis, on avait 800 abonnés à la fin de la première année. Donc, on s'est dit, c'était, oui, ça répondait super bien. En fait, tous les gens des réseaux qui étaient un peu éparses, hein, attendaient qu'une chose, quoi. Ils attendaient de l'information. Et ben, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, il y avait pas les webinaires, il y avait pas tout ça. Et en fait, on a apporté ça. On a apporté ça. Et ça a bien marché au démarrage. Après, eh bien, il y avait aussi des gens qui attendaient qu'on publie. C'était Monsanto. C'est pour ça qu'ils m'avaient acheté les 5 premières quatrièmes de couverture pour aider financièrement l'installation de la revue dans le paysage. Donc, tout ça a permis d'installer la revue. Alors, les deals, en fait, avec Monsanto, ça c'est la quatrième de couverture, hein, ça s'est terni l'année d'après, en 2000. Et puis les relations avec les firmes phyto et les annonceurs phyto, ça s'est arrêté en 2004. Ok. Ah oui, c'est pour ça que dans les premiers numéros, on voit publicité, la Gramoxone, touchdown, quelque chose. Et puis après, on voit que ça s'arrête assez vite. Ouais, si tu feuillettes les TCS, tu verras de 2004, il y a une coupure assez nette avec l'agrochimie, parce que en fait, ils avaient le sentiment qu'on allait encourager d'une certaine manière l'agrochimie. Et j'ai toujours été pas contre, mais si on a des solutions pour pas utiliser de l'agrochimie, eh bien, on va le faire et on va travailler pour trouver des solutions, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on a fait tout au long de notre parcours et qu'on essaye de faire encore aujourd'hui. Mais euh, quand ils ont compris que agriculture de conservation devenait peut-être agroécologie et que c'était pas forcément une voie la plus intéressante pour eux, ou au moins la voie qu'on véhiculait par la revue,
Là, il y a eu comment scission parce que ils avaient plus d'intérêt. Ok, ok, très clair. Mais et tu as publié ça, comment dire, comment on dirait aussi à compte d'auteur au démarrage, ou tu as réussi à attirer l'attention d'une maison d'édition plus grosse qui a pu Alors, t'épauler et profiter de leur réseau de distribution, quoi. ça a été plus compliqué que ça. Au départ, j'avais repéré, il y avait une maison d'édition qui existe toujours, c'est les éditions du Bois-Baudry à Rennes. Et donc, on a travaillé un peu avec eux parce que j'avais bien repéré que, bon, on peut facilement trouver du contenu et tout ça, mais il fallait s'appuyer à, je dirais, des gens dont c'est le métier et tu as une multitude de métiers dans l'édition d'une revue. De la gestion des abonnés, la mise en page, l'imprimerie, le routage, encaissement des factures. Enfin, t'as au moins une dizaine, voire une quinzaine de métiers qui sont assez clairs. Et donc là, moi, en tant qu'entre guillemets agriculteur artisan, j'ai pas la capacité. Dubois-Baudry nous a laissé tomber l'idée. Au bout de 2 ans de travail, on avait déjà fait un peu de maquette avec eux. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et donc là, avec un autre collègue, on a monté une société, TBA Édition, et on a démarré comme ça, chez nous, on a tout fait. C'était très compliqué au bout de la première année, et parce que, ben, ma foi, c'est 1 000 métiers, c'est 1 000 compétences, et on les a pas. Et donc là, j'ai pris mon bâton de pèlerin, et j'ai été voir des groupes de presse. Et en fait, à l'époque, le groupe ATC, qui publiait Cultivar, a pris des parts dans notre société et pour comment nous libérer de toute la partie industrielle et me laisser le temps que j'y consacrais pour la partie technique. Et quelle a été ta ligne éditoriale dès le démarrage? Parce qu'on en avait parlé au téléphone, mais si on compare un peu avec ce qui se fait à l'étranger, ou du moins ce que j'ai pu lire, euh, donc le magazine anglais qui est récent, qui s'appelle Direct Driller, ou l'équivalent américain, donc USA, Naughty Farmer, c'est quand même euh, moins technique et moins poussé, et plus dans la description des choses euh, que dans l'analyse, quoi. Ouais, Différent on de est France. à travers le magazine ou les magazines, on est dans le reflet des modes de communication qu'on va trouver à l'étranger dans lequel j'ai toujours eu du mal à me retrouver. Euh, Excuse-moi de l'expression, mais je veux choquer personne, mais on est toujours en train de dire la messe, quoi. Et de raconter des belles histoires, c'est bien, mais moi, ça me satisfait pas. Ça m'a jamais satisfait. Je veux vraiment du pratique, je veux du concret, je veux aller au fond de la connaissance. Alors déjà parce que c'est un énorme moteur pour moi, la compréhension, les connaissances. Et en fait, même si cette connaissance-là peut te choquer à un moment donné, ne correspond pas à la belle histoire que tu as envie de raconter, que tu aimerais bien entendre, quoi. Mais non, mais là, s'il y a des vérités et des nouvelles connaissances à mettre sur la table, il faut qu'on les mette sur la table, quoi. Et ça, on a toujours eu cette ligne-là, d'être dans la compréhension. Là, si tu reviens sur un article un très, très récent, qu'à 2 ans, je crois, où on a présenté une recherche australienne qui montrait que ben, sans azote, sans phosphore et sans soufre ajouté, on n'arrivait pas à séquestrer du carbone dans les sols parce qu'il n'y avait pas assez des éléments minéraux pour nourrir l'activité biologique. Euh, bon, pour moi, c'était
C'était un article assez génial parce que fallait vraiment gratter, aller chercher au fond de ce que les gars avaient travaillé, aller chercher de la compréhension. Mais en même temps, ça correspond avec un peu ce qu'on voit sur le terrain. C'est que c'est pas aussi simple de rentrer du carbone. Et en fait, je pense qu'on s'est leurré pendant longtemps qu'il suffisait d'arrêter le travail du sol, le carbone allait rentrer tout seul, qu'il suffisait de mettre les pailles, le carbone allait rentrer tout seul. Non, non, c'est pas si simple. Et c'est un peu ce type de dossier-là sur lequel on a envie de se frotter avec TCS et on s'est toujours frotté là-dessus, quoi. Ok. Et donc, de manière quasiment concomitante, on arrive à à un événement annuel sur la conservation des sols, où, alors moi, à chaque fois que j'y suis allé, mais je suis plus jeune, donc j'ai démarré tard, je te voyais en train de faire la présentation, donc je ne sais pas si c'était le cas dès le démarrage. Mais là, donc, dans les premiers TCS, vous avez l'annonce du premier NLSD. Ouais, 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 bah ça, si tu veux, c'était assez génial cette époque-là, hein. Et je te remercie de faire ça parce que bah, t'as une partie des souvenirs qui étaient enfouis, que tu remets un peu. Et quand je vois le nom de Thierry Bouron, Pierre Lajoux, ITCF, et à Boueix en Charente, oui, oui, oui. En fait, là, c'est pareil. C'est un groupe, un groupe de jeunes de la CR à l'époque qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour se différencier des concours de labour, des JA. Et puis, après quelques bières, certainement, ils se sont dit bah, on va faire un concours de long labour. Voilà. Et là, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, mais on fait comment un concours de long labour? Bah, c'est compliqué parce que comme on fait rien, on n'a rien à montrer. Et en fait, c'était assez épique ce premier NSD parce qu'en fait, on a fait intervenir des semoirs, ouais, mais une fois qu'ils sont passés, comme c'était des bons semoirs de semi-direct, il n'y avait rien à voir. Fallait attendre que ça lève. Et donc, ça nous a permis de boire un coup, ça nous a permis de réfléchir. Et puis, c'est là qu'on a commencé à créer un petit peu un système de conférences que j'ai géré pendant de nombreuses années. Ce qui me permettait, en fait, entre base et le NLSD, de faire venir des gens qui m'intéressaient un peu sur la planète. Et donc, ça a permis vraiment d'enrichir le débat, les connaissances. Puis en plus, moi, ça me permettait de passer pas mal de temps avec eux parce que souvent, c'est moi qui les accueillais, qui les véhiculais, qui les amenais même sur ma ferme. Et il y a pas mal de gens de cette époque-là que je continue de côtoyer, qui ont été des super mentors, quoi. Ok. Et donc, parmi ces super mentors, après, voilà, j'ai un peu triché, hein, j'ai pris l'histoire des intervenants historiques qui sont venus à base. Et on peut peut-être parler à ce moment-là de Carlos Crovetto qui est venu en 2001 en France. Ouais, ouais. Carlos Il est Crovetto, décédé. c'était une belle rencontre. Une belle rencontre. Ben lui, agriculteur chilien, dans une situation un petit peu compliquée. Je reviendrai là-dessus. Et donc, avec un parcours exceptionnel. Et donc, ouais, il a déclenché quand même pas mal de choses, Carlos Crovetto. J'ai été le voir la dernière fois en 2015 au Chili, à Concepción. Il est dans le secteur Florida, à côté de Concepción. C'était assez dur de visiter la ferme avec lui, parce qu'à l'époque, il avait 85 ans et en fait, ben, il n'avait pas de succession ben, tout ce qu'il avait créé, il avait encore la charge de tout ça. Et ouais, c'était un grand plaisir de le recroiser encore à nouveau, mais c'était compliqué. Je vais me permettre aussi, il est décédé je crois, 2019, donc ça fait déjà 5 ans, 6 ans, à l'âge de 89 ans.
Et c'est en fait l'un des premiers pionniers comme Nono Pereira, comme Herbert Batz au Brésil, comme Lucien Seguí également. En fait, ça donne une idée du temps euh, qui s'est écoulé parce que la première vague a déjà vraiment sérieusement commencé à disparaître, quoi. Hein, et donc, ouais, ouais, une belle rencontre. Mais j'ai eu plein, j'ai eu une chance inouïe. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Et qu'est-ce que vous a apporté justement Carlos lors de son passage en 2001? Il a dû apporter, j'imagine, quelques nouveautés techniques. Pas tant que ça. C'était, lui a plus été à nous motiver à aller vers le semi-direct. Alors, il avait, à un moment donné, il a pas mal parlé de qualité du sol. Il avait édité 2 livres qui ont été traduits d'ailleurs en français. Et qui Euh, sont encore achetables à ce jour-là, hein. Paname les vend encore, hein. Ouais, 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 sur le fonctionnement du sol, etc. Alors, beaucoup de gens, lui aussi, a oublié quand même à la lecture parce qu'il est passé directement en semi-direct. Mais en fait, si on regarde sa ferme et son histoire, il a été agriculteur en 1947 et de 47 à 57, il a fait de l'agriculture conventionnelle avec énormément d'érosion. Le problème chez lui, c'était l'érosion. Et numéro un, des super sols au Chili, mais très sensibles, beaucoup de pentes. Et donc en 57, comme il pouvait plus cultiver, il a transformé sa ferme en ranch, en ferme d'élevage. Et il a été pendant 20 ans éleveur de bovins et de volailles sur sa ferme. Donc pas de céréales. Et en 77-78, quand est arrivé le Gramoxone, les premiers semi-directs, eh bien, il a fait un tour en Angleterre. Il a commencé à voir bah, ses semoirs à disque, aux États-Unis également. Il a acheté un semoir à disque et puis il est parti tranquillement. Et il a remis toute sa ferme en céréales. Il a fait un lac. Il s'est mis à faire du maïs. C'était un gros producteur de maïs hein, avec de l'irrigation. Et donc, bah, ça a fonctionné très vite, tout de suite. Mais il y avait quand même, il a démarré sur 10 ans de prairie. Hein. Et puis, il avait quand même des élevages de volailles qui lui permettaient de rentrer de la fertilité. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que nous a apporté Carlos Crovetto. Ok. Et après, donc toujours dans l'histoire des gens qui sont passés par base, donc il y en a eu d'autres certainement, mais moi je me suis servi de cette frise chronologique. Il y a eu Don Rekowski qui vous a fait travailler sur l'intérêt du carbone, si je ne me trompe pas. Ouais, Don Rekowski, bah, encore une excellente rencontre. Là, il est sur ses terres au Minnesota. Alors, Parce on qu'il avait une est approche. agriculteur aussi, alors il n'est pas que chercheur, Don Non, non, Rekowski. non, il était chercheur. Chercheur. Hein. Alors, ça va prendre du temps si je te raconte l'histoire de tous ces gars-là. Mais Don Rekowski, ouais. Alors, on avait comment? On va dire un contact favori tous les deux, c'est que bah, moi j'ai travaillé quasiment 3 ans au Minnesota, donc je connais les belles terres noires que tu as à ses pieds. C'est un peu les terres dans lesquelles je travaillais au Minnesota quand je suis arrivé de 82 à 85. Et donc lui, il est dans un petit labo de sol qui est dans le secteur de Maurice, MO2RIS. Et en fait, il est devenu chercheur sur le carbone par hasard. Je peux te raconter cette histoire-là? Oui, oui, volontiers. Et c'est que, en fait, au départ, il était spécialisé dans l'efficience de la photosynthèse. Donc, il regardait comment les plantes font de la photosynthèse, etc. C'était son sujet de recherche. Et arrivé à 50 ans, il a fait sa carrière là-dedans presque. Hein. À 50 ans, eh bien, pour tester la mini-serre il avait des mini-serres pour enregistrer les variations entre l'oxygène et le gaz carbonique. C'était comme ça qu'il arrivait à évaluer l'efficience de la photosynthèse. Et pour calibrer en fait sa serre,
et avoir un témoin zéro, il l'a mis sur une parcelle où il n'y avait pas de végétation. Et pour être sûr qu'il n'y avait pas de végétation, il l'a mis sur une parcelle qui venait d'être travaillée par un coup de chisel ou un coup de charrue. Et là, il s'est retrouvé avec des teneurs en gaz carbonique énormes. Et là, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, ma machine ne marche pas. Donc, il a tout rentré au hangar, recalibré sa machine, réessayé. Et là, il s'est aperçu que, ben non, elle captait bien, il y avait beaucoup de CO2 qui sortait. Et donc, il l'a mis à côté dans un chaume, ben, il y avait beaucoup moins de CO2. Il l'a mis à côté sur de la végétation, il y en avait encore moins. Et en fait, eh bien, c'est devenu son sujet de recherche et c'est lui qui a permis de calibrer les sorties de CO2 par le travail du sol. Il parlait même couvrir le sol avec une charrue, c'était comme déboucher une bouteille de champagne. Et c'est lui qui a montré, je me souviens bien, qu'en fait, quand on travaille le sol, il y a un pic de dégazage qui est très brusque et qui dure Yep. 24 heures, quoi. C'est très, très Yep. court, en fait. Exactement, exactement. Alors, mais qui est extrêmement important, hein, et ça, j'ai pas réussi à choper de recherche derrière sur les teneurs en gaz carbonique de l'atmosphère du sol. Mais en fait, l'atmosphère du sol, parce qu'il doit y avoir plusieurs atmosphères du sol, hein, en fonction de la macro-microporosité, celle qui tourne et celle qui tourne pas. Mais il doit y avoir des zones qui sont très engorgées en gaz carbonique parce qu'ils sont pas connectés. Et en fait, comme l'alcool peut bloquer la fermentation, je pense que l'excès de gaz carbonique dans certains micropores peuvent bloquer la minéralisation ou l'activité des bactéries minéralisatrices ou de l'activité biologique tout court. Et donc, quand on bouscule le sol, ben, on émet tout ce gaz carbonique. Et donc, comme c'est de l'oxygène qui vient de remplacer, ben, ça y est, on peut y aller, on peut consommer la matière organique et avoir des flux de fertilité conséquents. Ok. Et c'était un des premiers avec qui on a fait venir. Alors, on avait fait une réunion extraordinaire avec une boîte qui n'a pas continué, qui s'appelait EcoCarbone. C'était pas Carbone 4 de Jean Covici. EcoCarbone, c'était des gens qui venaient du Fonds monétaire international. Et c'était les premiers dont on est début 90, hein, où on a commencé à se dire, et à certainement à jouer dans la séquestration du carbone. Et Don Rekowski faisait partie un peu de ces gens-là. Ok. Et donc, toujours en avançant chronologiquement, un autre intervenant qui est venu faire un tour en France, mais qui est français, c'est ce monsieur. Et peut-être, Frédéric, bah, je te laisse en parler. Lucien Segui. Alors, j'ai eu moins de relations avec Lucien Segui, si tu veux. Alors, je l'ai croisé au Brésil, je l'ai croisé en France à plusieurs reprises, mais on n'a pas énormément travaillé ensemble. Hein, mon entrée brésilienne a été plus Ademir Caligari. Et en fait, parce que on a plus accroché, et puis Ademir Caligari est venu finir sa thèse à l'INRA de Versailles. Et en fait, moi, je l'ai accueilli chez moi pour qu'il ait entre guillemets, un logement. Et il est resté 3 mois en France avec nous, quoi. Donc ça, c'est des choses qui ont aidé. Et mon entrée brésilienne a été plus lui que Lucien Segui. Hein, mais Lucien a eu un impact assez important. C'était un peu un provocateur. Et donc, il y a beaucoup de gens euh, qui ont bougé après avoir croisé Lucien Segui. Ok. Peut-être aussi à cette époque-là, il y a eu les Bourguignons qui sont arrivés un petit peu dans les réseaux, si je me souviens bien. Ah, ils étaient déjà avant, hein. Ils étaient déjà avant. Claude Bourguignon, si tu veux, à la création de la PAD, il avait déjà été repéré, hein. Claude, il est intervenu en 96. Donc, déjà, quand on faisait les réunions Orch,
Claude Bourguignon, on l'a fait participer un peu. Ça, En fait, Lucien Séguy et Claude Bourguignon ont été un peu les deux piliers sur lesquels je me suis greffé après. Ainsi, faut remettre les choses dans l'ordre. Ils étaient là avant. Et s'il y a un livre que je conseille de lire, c'est le premier livre, le sang, la terre, le sol, ou quelque chose comme ça, de Claude Bourguignon. Et il est extraordinaire. Moi, il m'a bien éclairé, ce livre-là. Hein. Alors après, ils sont devenus un peu plus communicants, un peu plus vignes, un peu plus anti à des moments. Donc ça, je dirais sur les 15-20 dernières années, euh, on l'a vu s'écarter un peu des réseaux ACS. Mais ça a été des personnes qui ont vraiment permis d'ancrer ces idées-là dans le paysage. Faut les remercier pour ça. Et de manière, alors je remonte, je retourne au moment où on était, voilà. Et toujours à cette période-là, alors j'ai la création d'un nouveau réseau qui pour moi est un peu un ovni parce que j'ai vu en fait un prospectus chez Jean-Claude Quillet, je vous montrerai juste après. Mais et je sais que ça a existé, mais pour moi, Ça existait. Ouais, ouais, voilà. J'ai vu euh, Jean-Claude avait un flyer de ça quand je suis allé chez lui récemment, mais voilà. Ah non, mais ça a tout émergé dans tous les sens hein, à l'époque. Hein, le NLSD, TCS, bon, et puis il y a eu les petites créations bases, les petites créations locales et tout ça. Et il y a eu la FNACS. Euh, et donc, la Fondation nationale pour l'agriculture de conservation des sols. Tu aurais pu aller jusqu'à l'IAD. Je sais pas si tu as trouvé des trucs. Si, L'Institut. bien sûr, mais je l'ai daté en 2008, il y a des un peu plus tard. Ouais, il est arrivé plus tard. Mais ouais, ça florissait. Je veux pas dire que chaque année, il y avait un peu ça d'association qui arrivait, mais il y en avait pas. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Alors, c'était quand même le fruit d'une certaine émulation. Il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, forcément, bah, les gens avaient envie de se retrouver dans des groupes. C'était aussi l'illustration de certaines divergences, euh, alors qui pouvaient être à la fois techniques, à la fois idéologiques, à la fois financières, ou simplement de fonctionnement. Euh, ou de gens, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas amis avec tout le monde. Mais c'était une belle diversité qui a permis d'ancrer l'ACS sur le territoire français. Hein. Ok. Et cette même période, on arrive à un site web que tu as créé. Alors, tout seul avec Mathieu Archambault, je ne sais plus. Je vous rassure, le site n'a plus la même tête, hein, et là, j'ai fait une capture d'écran de la première version. Ouais, je sais pas comment tu l'as trouvé, la première version. Bah, Moi, en fait, il suffit de taper Web Archive, et en fait, il y a une espèce de fondation qui fait des captures d'écran dans tous les sens. Et de la même manière, si on remonte là, ça, c'est la première version du site de l'ECAF, et ça, c'est la première version du site du LAMS. Ok. Voilà. Ok. Et donc, en fait, on va sur Web Archive et bah, je trouvais ça intéressant de montrer à quoi ressemblait la première version du site A2C, quoi. Ouais. En fait, euh, En fait, là, Mathieu Archambault est arrivé chez moi un petit peu par accident en 2003. Et, et en fait, ouais, moi, je suis pas quelqu'un très ordinateur. J'étais pas très site internet. Je suis pas encore très site internet non plus. Je suis un peu, pas dire un peu vieille école quand même, quoi. C'est pas, je suis pas né avec ça. Et donc, il m'a convaincu avec un autre collègue qui s'occupait de monter des sites internet, de monter un site internet sur le sujet et il allait s'en occuper. Donc, ben, pourquoi pas?
Donc ben là, on a créé un nouveau logo, une nouvelle structure. Et puis là, on est sorti du titre TCS pour agriculteur de conservation qui collait mieux à l'époque. Et puis, ça a permis de démarrer l'aventure sur le net avec ça, quoi. Hein, et Mathieu s'est occupé de ça jusqu'à son départ d'avec moi en 2016. Donc, il a été 13 ans collaborateur. Et en fait, bah, l'histoire s'est répétée parce qu'il voulait qu'on aille vers le e-learning également. Et moi, à 55 ans, ça ne m'intéressait pas. Et puis, je voulais pas passer mon temps à gérer des gens, à gérer des finances, à démarcher. Je voulais rester sur le terrain. Et donc, ben, je lui ai dit, si tu veux faire ça, bah, fais-le. Et, et aujourd'hui, ben, il a fondé Écosystème et c'est une belle réussite, et ce qui me permet même de travailler avec lui hein, de temps en temps. Donc voilà un peu le début, c'est ça, c'est agriculture de conservation. Site qui existe encore et qui est régulièrement remis à jour, hein, bien sûr. On précise. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Hein. Donc euh, on est trois à collaborer sur le site, Cécile Valigorin et puis une agronome belge, Frédéric Dupin. Et là-dessus, on recommande aussi d'aller sur le site, sur le lien, la rubrique en direct du terrain, et vous avez à chaque fois l'agenda le plus complet qu'on peut trouver sur Internet en termes de journée technique, quoi. Euh, Voilà. à la suite, donc tu t'avais déjà brièvement évoqué cette personne, Ouais, ton entrée brésilienne, ouais, ça a été vraiment mon mentor brésilien. Euh, parce qu'en 2004, il est venu en France, justement, invité par Base, peut-être par toi d'ailleurs. oui, 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 oui. Et en fait, je l'avais croisé à Madrid en 91, et puis on avait discuté un petit peu. J'avais adoré sa présentation sur les couverts végétaux, donc j'avais été le voir pour discuter avec lui. Et en fait, quand j'étais en 2003 au Brésil, pour le deuxième congrès de l'agriculture de conservation, ben, c'est lui qui m'a reçu. Tu vois, j'ai été reçu chez lui. Et après, il est revenu en 2004 ou 2005 à l'INRA de Versailles. Donc, il est revenu chez nous. Et tu vois, pour rien te cacher, il m'avait fait promettre d'aller chez lui cet été. Mais parce qu'il est revenu pour base Angleterre et base France l'année dernière. Et donc, il est passé à la maison. J'ai été le chercher, on l'a accueilli, et puis c'est moi qui l'ai emmené à base. Mais non, j'ai franchement pas le temps d'aller cet été au Brésil. Alors, je lui ai promis d'y aller l'année prochaine. Alors, j'ai une petite anecdote quand même avec Ademir Caligari, si tu me permets. Bien sûr. C'était en 2003. On était dans une parcelle où ils avaient un radis fourragé qui était mélange avec de la veste quasiment plus haut que nous. Et puis une démonstration de roulage avec un Rollo Faca, le truc dont on rêvait à la brésilienne, quoi. Et donc, superbe, bluffant, mais franchement, on en rêvait. Et puis, je dis à Ademir, ouais, mais tu sais, nous en France, avec notre climat, avec nos sols, produire des couverts comme ça, c'est pas possible et tout. Et il m'a pris par le callback. Et il m'a dit, Frederick, hein, arrête de regarder tous les problèmes que tu as chez toi avec ton agriculture. Nous aussi, au Brésil, on a plein de problèmes avec notre agriculture. Considère les chances que tu as et réfléchis. Et si tu réfléchis bien, eh bien, tu vas arriver à produire des couverts comme ça et arriver à les rouler. Et il était sur la ferme. En février 2024. Et là, on était dans un couvert de quasiment 10 tonnes de matière sèche, à peu près le couvert que il m'avait montré au Brésil au moment de l'anecdote. Et je lui ai dit, tu vois, Adémir, 20 ans plus tard, on a réussi quand même. Hein, ça a mis du temps, mais on y arrive quand même.
Donc, l'apport technique de Ademir, ça a été de voir qu'on pouvait faire des couverts bien plus Ouais, costauds que ce qu'on faisait jusqu'à présent, quoi. ouais, c'est lui qui m'a vraiment briefé sur les mélanges, les biomax et tout ça, quoi. Voilà. OK. Et à la suite, tu as aussi créé cet OVNI, ce DVD. Ouais. Ouais, on a fait pas mal de choses quand même, hein. Ah bah, t'as vu quand même, hein. Hein. Alors, ouais, ça c'était un flop. Hein. Si le dictionnaire World of Farming a bien marché, le CD agriculteur de carbone a très mal marché. Euh, alors, c'était ambitieux à l'époque, hein, 2004. De sortir un truc avec le nom de l'agriculture de carbone. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est une évidence. Hein? C'est une évidence. Sur les chemins de la durabilité, il est beau ce titre. Eh bien, ça s'est pas vendu. On est resté. J'en ai encore dans ma cave. S'il y a des gens qui sont intéressés, je peux même les donner. Hein. Hein, mais en fait, je suis épaté. On en a reparlé avec Mathieu l'autre jour. J'ai regardé le master. Ben, ma foi, on n'a pas trop dérivé, hein. On est resté sur les bases qu'on avait, disons, alignées. Ça, derrière, il y a un gros travail de Mathieu Archambault. Et en fait, bah, aujourd'hui, on est encore sur ces bases-là, hein. On a gagné en connaissance, on a été un peu plus en profondeur dans des détails. Mais le schéma d'ensemble, l'organisation globale, elle est toujours là. Ouais, je suis moi-même épaté. Et j'avais fait le même truc, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai fait un édito sur le carbone. Alors ça, je sais plus, c'est un TCS récent. Et en fait, j'avais l'idée de faire un édito, de refaire un édito sur le carbone, machin. Et puis, je me suis dit, mais quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais j'ai déjà écrit quelque chose comme ça. Mais oui, j'ai écrit un édito comme ça. Et j'ai commencé, mais oui, mais j'ai commencé à reprendre mes anciens éditos. Et en fait, je suis retombé sur l'édito du TCS 23. Alors 23, ça fait quasiment 4 ans et demi après avoir créé TCS. Donc on était 99, on était bah, là, 2003-2004, hein, sur le carbone. Et Juillet de... Tiens, on va pas bien... Merde, c'est tout. tu l'as trouvé? Juillet 2003. Ah, voilà. Ouais. Tu as trouvé le numéro 23. Regarde, c'est un édito sur le carbone, normalement, si ma mémoire est bonne. Agriculture du carbone, un projet innovant à porter ensemble, effectivement. Effectivement. Ça va, je fais pas Alzheimer encore. Je peux encore durer quelques temps. Et en fait, quand j'ai relu l'édito, mais c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me suis dit, bah, c'est tout frais. On a tout dit. Et en fait, j'ai piégé un peu les gens, les lecteurs de TCS. J'ai republié l'édito, exact, et j'ai simplement mis un encadré. Ce que vous venez de lire, je l'ai écrit, voilà, plus de 20 ans. Ah, ok. Hein. Et ben non, et si tu peux, pour les gens qui regardent ce webinaire, si tu peux le scanner, il n'y a pas de droit d'auteur, rien, mais quand tu te dis, ouais. Eh ben ça s'est pas vendu. Le CD, c'est pas vendu. Et toujours à la même époque, c'est là que la journée annuelle qui se passe à Vendôme à chaque fois a été créée. C'est à peu près vers ces eaux-là que ça se passe. Ouais, ça vient. Et en fait, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Parce que il y a un groupe d'agriculteurs et de techniciens qui était quand même très proche de la revue. Et à un moment donné, bah, c'est un peu comme la création de la revue. Ils m'ont dit, mais bah, il faudrait on pourrait se rencontrer. Bah, tu peux nous inviter chez toi. On va aller voir chez toi. Bon, allez, vous amenez de quoi grailler, de quoi boire, et puis on se fait une journée chez moi. Bon, bah, on a fait une journée. Ça s'est très bien passé. On était tous contents. Et l'année d'après, on fait une journée. Ouais. Alors on a fait deuxième journée. On a dû la faire.
dans l'Indre, chez Jacques. Là, tu vois, j'ai un petit trou. Jacques. Et la troisième journée, on a dû la faire chez Stéphane Billotte. Et là, on avait fait venir un intervenant, Eugène Tribois, de l'INRA de Clermont-Ferrand. Et puis, ben, ma foi, sans faire trop d'efforts, ben, il y avait toujours de plus en plus de monde. On devait sortir de l'entre-copains pour ces journées-là. Et là, on a été dans différentes zones, mais à partir du moment où on s'est ancré sur Vendôme, ouais, les gens ont commencé à comprendre que c'était un rendez-vous annuel. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans le fonctionnement. Il y a déjà des gens qui m'ont appelé pour me demander la date de la journée de cette année. Tu vois, hein. Je pense que ce sera le 18 décembre. Alors, pour l'anecdote aussi, pourquoi Vendôme? C'est parce que j'étais élève au lycée agricole de Vendôme. Heureusement, ils ont enterré mon dossier depuis longtemps. Et en fait, l'amphithéâtre dans lequel je reçois les gens, c'est l'amphi où j'ai passé mon test d'entrée au lycée agricole en 77 et où j'ai passé mon examen aussi en 81. Donc, ouais, pour moi, il y a toute une histoire, une symbolique. Donc, je suis un peu chez moi quand je suis à Vendôme, quoi. Ok. Et après, à la suite, vous avez fait venir d'autres intervenants. Donc là, j'ai mis la photo qu'une des deux, hein. Et ça prépare là aussi que Odette Ménard et Jill Clapperton viennent apporter leur pierre à l'édifice technique en France. Oui, 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 Odette, c'est pareil, une personne que je connais depuis longtemps. Et donc, c'était aussi le moyen d'avoir un très bon contact en Amérique du Nord et en plus qui parle le français, un français qui est très sympa. Donc, elle nous a enchantés avec ses vardes de tard et ça, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui a été un. Ouais, et elle n'a pas apporté énormément. En fait, son pédigré. C'est pas, elle n'est pas très technique, Odette. Elle aide à clarifier les idées qu'on peut avoir dans la tête. Des fois, en tant qu'agriculteur ou technicien, tu as plein de trucs qui peuvent se mélanger. Les priorités sont pas là vraiment où il faut, etc. Et Odette elle a un côté très coach pour t'aider à y voir plus clair. Et en fait, souvent, les solutions, c'est toi qui les as. Mais il faut quelqu'un qui t'aide à remuer un peu tout ça pour les trouver, quoi. Hein. Et on a une petite anecdote aussi avec Odette, parce que t'aimes bien les anecdotes, toi, dans ton webinaire, là. Oui, oui. En fait, on a eu une présentation, ben, c'était avec vous, Vers de Terre, c'était avec Vers de Terre Production au Salon de l'Agriculture, voilà, quelques années. Oui, tout à fait. On a fait venir Roba Odette, Gilles, Don Rekowski, toi. Et Clapperton. Donc là, vous m'avez fait un énorme cadeau parce que je me suis trouvé à intervenir avec mes deux grandes copines canadiennes, Jill Clapperton et Odette Ménard. Et Odette a fait une présentation extraordinaire, je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois. Une histoire de saut en parachute avec son fils, je m'en souviens plus. Ouais, ouais, exactement. La première fois que j'ai sauté en parachute, la première fois, tu vois, elle était dans cette psychologie-là. Et tu te rappelles pas de ce qu'elle a dit lorsqu'elle a dit la première fois que j'ai rencontré Frédéric Thomas? Pas du tout. Ouais, ouais. Eh bien, je me suis aperçu que c'était la deuxième fois, en fait. Parce que on était tous les deux en 84 au concert à Montréal de la séparation du groupe Beau Dommage. Et on ne s'est pas rencontrés, mais on était peut-être côte à côte sur les sièges, mais je me suis retrouvé à Montréal au dernier concert du groupe Beau Dommage, ceux qui chantent la complainte du phoque en Alaska, s'il y en a qui veulent rechercher ça, et Odette était aussi. Donc, mais la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a parlé d'agriculture, c'était en 91. Et donc là, c'est Odette et Jill. Qu'est-ce qu'elle a apporté techniquement dans le contexte français? De connaître des contacts canadiens. Et là, ces contacts qui ont apporté des informations. Alors, un Jocelyn Michon, par exemple. Un Jocelyn Michon, qui est un agriculteur remarquable.
qui est dans des super terres, vallée du Saint-Laurent. Il fait même des haricots en quasi semi-direct parce que il a un tout petit, il fait un petit grattage, mais avec une herse à deux doigts entre les rangs de seigle. Mais ouais, il fait des haricots pour Bonduelle, hein. Il va jusqu'à là. Donc Jocelyn Michon et puis d'autres agriculteurs qu'on a pu rencontrer. On a pu faire des voyages. Et puis comme je te dis, elle, quand elle venait en France, c'était nous raconter Justin Lapierre aussi. C'est les noms qui me reviennent. Éric Lapierre. Et donc, surtout cet aspect psychologique, recaler les gens un petit peu pour qu'ils trouvent un peu plus facilement le bon chemin chez eux. Et vers cette période, je crois que c'est vers 2007-2008, qu'il y a les premiers semoirs directs là-dedans qui commencent à se répandre suite à des soucis de lissage de lignes de semis dans des argilo-calcaires. Oui, 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 oui. Odette Ménard, elle a aussi rencontré, on lui a fait rencontrer Le Foll, Stéphane Le Foll, dans des réunions bases dans la Sarthe. Et elle fait partie des gens qui motivé Le Foll sur l'agriculture de conservation et qu'a donné derrière les GI2E. Donc ça, c'est pas elle qui a soufflé qu'il fallait faire des GI2E, mais elle a vraiment impressionné Stéphane Le Foll. Ok. Et donc, si on continue, ouais, donc sur l'apparition des premiers semoirs, parce que là, on avait les semoirs directs à disque, principalement, et après, il y a les Hmm. semoirs directs à dents qui commencent à rentrer dans les Oui, circuits français. oui, oui, ça, c'est les difficultés qu'on avait avec les couverts végétaux. Alors, tu avais un semoir à dents qui traînait un peu et qui avait des pas mauvais, même des très bons résultats par un Anglais, Georges Simon, qui apportait en France le semoir Etchison, néo-zélandais, et le thé inversé. Et en fait, c'était une autre version Adam du thé inversé parce qu'il y a eu le semoir Crosslot à un moment donné néo-zélandais qui arrivait avec un système à disque et des rasettes et donc a donné aujourd'hui le semoir Novag. Mais ça, c'était le Crosslot néo-zélandais. Mais lui, il arrivait avec un semoir à dents avec des réussites qui étaient assez surprenantes. Et puis toute la difficulté d'installation des couverts végétaux a fait que certains ont commencé à réfléchir. T'as des agriculteurs qui ont commencé à goûter à l'Amazon Primera aussi, à cette époque-là, avec des réussites qui étaient pas mal. T'as Pierre Dumay dans le Gers avec Agrodoc qui ont commencé à travailler sur des dents étroites pour arriver à mieux poser les graines de couvert. Donc là, t'as eu un redécollage du semoir à dents. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup d'exploitations, d'une manière ou d'une autre, sont équipées des deux solutions. Tu as le Séméato qui est resté et ce Moradon qui est là, quoi. En même temps, t'as eu l'arrivée du striptil aussi pour le maïs. Ok, ok, ok. Et après, donc là, moi, j'ai pas trop de frise chronologique et je fais un gros saut dans le temps jusqu'à peu près 2015. Et peut-être que tu peux nous parler en quelques mots de ce qui s'est passé entre 2008 et 2015, parce que moi, si je fais le suivant, j'arrive directement à la sortie des derniers ouvrages de référence, à peu près 2016. Mais je suis sûr que c'est passé des choses entre 2008 et 2015. Ouais, là, ça a été. On a perfectionné les couverts. Là, ça a bien bossé. Ça a été le début du colza associé. Dans cette période-là, alors, en fait, les groupes étaient super performants. Et ça essayait tout dans tous les sens. Et donc là, le colza associé a bien émergé. Les couverts ont continué bien leur croissance. On a vu arriver les Fiomaradons, le Striptil aussi, qui a apporté beaucoup de réussite au départ en maïs, en tournesol et en colza. Mais
Je me rappelle d'une réunion striptease, on avait fait venir des Américains chez Philippe Pastoureau dans la Sarthe. En fait, au départ, on s'est dit, bon, on va avoir 80, 100, peut-être 120 personnes à la réunion. Et Philippe, il m'appelle, il me dit, bah, on est déjà à 180, 200, on est encore à 15 jours de la réunion, ça va continuer de monter ou pas? 3-4 jours après, on était à 300, on est monté à 350, 400, et le jour de la réunion, on était 650, complètement débordé, complètement débordé. Et pendant que les gens arrivaient, il y a des gars de la commune qui ont été chercher des bancs. On a réussi à loger tout le monde sous le hangar. 600, dans le milieu de la Sarthe, une réunion sur le striptease parce qu'on avait fait venir trois Américains pour expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Non, non, il y a des grands moments. Et puis, ouais, c'était la période aussi où on a commencé à échanger avec les gens en AB sur cette période-là. Et là aussi, si tu regardes, TCS a commencé à ouvrir une page sur l'agriculture biologique de conservation. Parce que, bah, ma foi, ouais, tout est possible. À partir du moment où des gens réfléchissent agronomie, moi, ça m'intéresse. Ça revient à ta question du début sur le côté un peu orthodoxie ou dogmatique de la revue. J'ai surtout pas voulu tomber là-dedans. Euh, Si un peu de travail permet de diminuer des phytos ou de la réussite d'une manière ou d'une autre, eh bien, bah, faut pas s'en écarter. L'objectif, c'est la réussite. Et le SMI-Direct est un outil dans un package global. Et ça commence, cette conception-là, c'est bien affirmé pendant cette période. Ok. Et à la suite de cette période, donc il y a les deux ouvrages qu'on voit à gauche, qui sont un peu des références et qu'on trouve dans tous les établissements agricoles, lycée, école d'ingé, fac et compagnie. Ouais, là, c'est aussi des rencontres. Hein, parce que on a rencontré au niveau de la France agricole. Alors ça, c'est aussi le côté un peu surprenant parce que étant déjà avec une revue TCS qui n'est pas concurrente de la France agricole, loin de là, mais on n'était pas dans la même escarcelle puisqu'on était associé à Cultivar, donc des concurrents pour eux. Et le groupe ATC d'éditer un livre avec le groupe France Agricole, c'était un peu tordu, mais le sujet les intéressait. Et en fait, on avait rencontré Marie-Laure de Châtre, qui était extrêmement passionnée, qui avait une envie folle de nous éditer. Encore une fois, écrire un livre, c'est un boulot de fou, hein. Faut vraiment, vraiment avoir la passion. Mais avec Mathieu, on l'a fait. Alors la stratégie, c'était de commencer par les couverts végétaux à l'époque, et ensuite de parler de sol, et pas tomber dans le biais d'être agriculteur de conservation tout de suite. Et agriculture de conservation, je décline. Non, on rentre avec un outil, on met les sols au centre, et puis on avait le projet, on l'a peut-être encore toujours, mais on n'a pas trouvé le temps d'avoir un guide un petit peu de l'agriculture de conservation, quoi. Mais ça s'est pas fait. Alors pour la petite histoire, ces deux livres-là, et surtout le livre Couverts végétaux, il a été traduit en polonais, il a été traduit en allemand, édité deux fois en Allemagne. Il a été traduit en hongrois, mais il n'a même pas été traduit en anglais. Ok. Et à la suite de ces deux livres, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais pour moi, le livre suivant qui fait un peu date dans tout ce qui est technique de conservation des sols, c'est le livre rédigé par Michael Gelund de Terrinovia avec son GI2E. Hmm.
Peut-être tu veux dire un mot de ce groupe d'agriculteurs et de ces techniciens qui ont quand même fait avancer les thématiques, et notamment sur les notions de couvert permanent qui étaient déjà travaillées par Hubert Charpentier depuis Ouais, quelques années auparavant. tout à fait. C'est des gros contributeurs. Donc Hubert Charpentier, qui était un collègue de Séguy, hein, CIRAD, hein. C'était des Ciradiens, tout ça. Non. Mais chapeau bas à Hubert Charpentier, parce que il n'a pas fait que de raconter des belles histoires, il a mis les mains dans le cambouis, quoi. Hein. Et en fait, bah, Magellan, c'est le GI2E, c'est une des réussites de ce qu'a mis en place Stéphane Le Foll avec les GI2E. Hein. Et, et en fait, le groupe d'agriculteurs se sont bien motivés et ça reflète ce qu'il faut mettre en place encore aujourd'hui en termes de recherche pour faire avancer l'agriculture en général. C'est, tu peux difficilement euh, à avoir une approche systémique dans une station de recherche. Une station de recherche ou une expérimentation classique, c'est pour isoler un facteur et de voir comment ce facteur-là va jouer plus ou moins. Mais quand on commence à réfléchir de manière plus globale, avec des facteurs biologiques où l'effet est plus diffus et où comment, les impacts Trop d'informations et on n'arrive plus à faire le tri, on n'arrive plus à tout suivre, quoi. ouais, 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 je t'avouerai que je suis même pas sur Facebook, sur ce site-là, tu vois. Hein, je suis pas, c'est pas mon truc. Je suis très peu de webinaires. C'est pas mon école. Alors, ça m'arrive de regarder des vidéos de collègues étrangers, tu vois, quand je dis, tiens, il me semble que lui il raconte des choses intéressantes, j'utilise Internet pour ça, mais pour ce qui se passe chez nous, non. Mais c'est vraiment un effet boule de neige qui est très intéressant, hein, parce que bah, ça marche, ça a un effet démultiplicateur très fort. Euh, je dirais ça d'une manière un petit peu crue. Quand on a démarré les couverts végétaux, allez, au début 2000, il y avait trois plateformes en France. Il y avait une où j'étais l'instigateur, une deuxième que je connaissais bien et une troisième que j'avais visitée. Aujourd'hui, il y en a des centaines et il y en a à peine une je suis l'instigateur et il y en a quatre que je vais visiter. Hein. Mais il y en a des centaines. Hein. Et ça, c'est bien le signe que bah, c'est en train de prendre sa place. Et ces nouveaux outils-là vont être intéressants pour la génération que vous représentez.
Et là, il faut quand même souligner, donc il n'y a pas que des agriculteurs, il n'y a pas que des techniciens, mais il y a quand même 107 000 membres sur ce groupe Facebook. Oui, oui, oui. Et aussi peut-être un avis là-dessus. Pour toi, quelle place de l'application sociale WhatsApp dans l'émergence et des groupes locaux et dans le fait de permettre aux gens de discuter ensemble et de prolonger le tour de plaine une fois qu'on est rentré chez soi à la maison, quoi. Alors, j'aime bien WhatsApp. Je suis sur 3-4 groupes WhatsApp d'agriculteurs avec qui on a eu un bon, un bon feeling pendant une formation et pour continuer, entre guillemets, à suivre et à rester informé de ce qu'ils font ou relancer à un moment donné, tu vois. Et ça, c'est un super truc, ça. Ça, c'est un super truc. Mais faut que ce soit une très petite communauté. Oui, c'est vrai. Faut que ça reste une petite communauté. Et puis, souvent, il faut quand même soit un agriculteur, soit une personne dédiée pour l'animation. Si tu n'as pas d'animation et d'administration, parce que ça peut rapidement devenir, comment, le moyen de s'exprimer sur d'autres sujets que des sujets très techniques. J'en ai vu pas mal déraper, quoi. Et que tu as besoin de remettre en ligne, quoi. Mm. Mais non, c'est un très bon outil, petite communauté. Le dernier groupe WhatsApp auquel j'ai un peu comment, euh, je suis pas à l'initiative, mais je les ai un peu aiguillés vers ça. Ils l'ont créé, je suis intégré dedans. C'est une CUMA d'agriculteurs et de techniciens aveyronnais dans le secteur de Combray, dans le 12, qui sont des producteurs de lait pour Roquefort. Et en fait, où on est parti là sur l'agriculture de conservation bah, pour la qualité des sols, etc. Une meilleure gestion de la fertilité, mais aussi une meilleure gestion des effluents d'élevage, parce que là, il y a énormément à faire et des situations qui sont un peu mal gérées. Et puis, une production de fourrage un peu plus variée, un peu plus équilibrée sur toute l'année. Donc bah là, c'est sympa. Ils sont tous en train de semer en ce moment leur couvert d'été ou leur fourrage d'été ou leur métaille d'été. Donc ça, sans me déplacer, ça va me permettre de suivre, d'envoyer une petite remarque. Mais non, super outil. Super outil. Et on n'en a pas parlé, on m'a fait signe justement par SMS. Euh, Là, c'est dans des nouveaux réseaux sociaux, mais avant ça, il y a eu les forums ACE, donc Agriculture, Convivialité, Environnement, et aussi Agricool. Agricool qu'on a tendance à lier très fortement à ton site agriculturedeconservation.com. Mais est-ce que c'est vraiment lié ou c'est deux choses complètement Non, séparées? non, on n'était pas, on était liés par les personnes qui l'administraient, hein, mais il n'y avait aucune relation contractuelle. Mais si tu veux, Agricool a été euh, en clair le forum, et ils ont été hyper, c'est vrai on les avait un peu oubliés, ils ont été hyper utiles parce que c'était vraiment un forum de discussion qui a permis plein d'échanges. Et à l'époque, je me souviens, quand on a créé le site, on a eu une discussion avec Mathieu et Manu, qui était celui qui s'occupait du squelette derrière, d'associer au site un forum. Et pour moi, la difficulté, c'était l'administration. C'est un temps monstre si tu veux vraiment bien administrer un forum. Et donc, et à l'époque, Agricool était en train d'émerger. Je dis, mais c'est pas la peine de venir faire concurrence à Agricool. Il y a un forum qui marche déjà et qui va marcher. Il y a qu'à encourager Agricool et puis c'est tout, quoi. Et on n'a pas besoin d'essayer de se mettre dans la place. On fera pas mieux, hein. Et donc, c'est là qu'il y avait un peu
ce côté un peu associé. Eux se sont occupés du forum, moi avec Agriculture de conservation à cette époque-là, d'apporter du contenu, et puis la revue qui continuait à être un peu la base de lecture, quoi. Ok. Et donc, parti de là, on peut faire un moment d'ouverture. Euh, donc, j'ai lu les TCS, je les ai tous lus, puis je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'on parle quand même des mêmes sujets depuis 20 ans, mais qu'on va dans la précision. Et tu m'as dit, oui, c'est normal, Martin, je cherche pas à retourner la table, je préfère la théorie du murmure parce qu'au moins une information rentre dans les mœurs. Quelque chose comme ça que m'avait précisé. Oui, 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 tout à fait. Ah, parce que, en fait, c'est mon fonctionnement. Il est comme ça. Je suis pas quelqu'un de conflit. Je préfère être dans l'éducation, faire que les gens fassent leur chemin et à leur vitesse. Et, et en fait, c'est comme ça que on peut arriver à faire bouger, je pense, un plus grand nombre parce que la le conflit est toujours... je suis pas à l'aise là-dedans. Je suis pas à l'aise. Donc, c'est mon mode de communication. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu apporter, mais ce que tout le monde a apporté, si on regarde comment est placée la France globalement sur l'agriculture de conservation mondiale, on est très bien placé. En matière de connaissances, en matière de contenu, on est très bien placé. Les deuxièmes sont certainement les Suisses. Les Anglais nous talonnent et ils ont bien rattrapé depuis une dizaine d'années. Il y a quelques noyaux en Espagne, mais s'il n'y a pas de gros mouvements. Alors le Brésil est semi-direct. Ils ont été très vite, mais ils ont fait de l'agriculture conventionnelle en semi-direct. Alors aujourd'hui, au Brésil, avec les bioactivateurs, avec les tambouilles qu'ils font, là, il y a certainement de l'enseignement à aller chercher au Brésil. Mais c'est assez récent. Et c'est assez récent. Il y avait plus de, on a passé quasiment allez, 15 à 20 ans où, bon, ben c'est du semi-direct avec ou sans couverts végétaux, c'est pas tout le temps, mais avec des fois très peu de rotation et donc oui, un peu agriculture conventionnelle. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Il y a quelques perles qui traînent. Pourtant, c'est un pays qui est immense, mais on n'a pas un mouvement si franc que ça partout. Il y a des gens qui font du semi-direct, il y a des gens qui font du strip-till, mais c'est pas ce que c'est en France. Alors, je peux même te confier que la ferme sur laquelle j'ai démarré en 82, donc ça fait déjà un peu plus de 40 ans. Donc, je suis depuis 82 et puis comme j'étais là-bas encore jusqu'en 80, 83, 84, 85, donc on s'est bien suivi et j'y vais quasiment une fois tous les 2 ans sur cette ferme-là. Donc, mon patron Paul est décédé, mais c'est le fils Greg qui a pris la ferme. Et en fait, c'était des gens qui faisaient du TCS, tout simplement, alors qu'ils savaient très bien ce que je faisais, parce que j'allais des fois aux États-Unis pour cette raison-là. J'allais rencontrer des agronomes, je leur parlais de Dwayne Beck, Jeff Ferrer, ah ouais, c'est qui? C'était des agriculteurs américains que je leur faisais découvrir, pour moi, les gens qui étaient un peu mes mentors sur le territoire américain. Et en fait, c'est en 2013 que je suis passé en juin sur la ferme au Minnesota et en fait, ils avaient eu de l'eau affreux et il y avait de la boue partout. Et j'ai montré à Greg que, en fait, c'était pas l'excès de plus, c'était l'eau qui s'infiltrait pas parce qu'il avait des semelles de simplification. Et je l'ai emmené chez un ancien qui s'appelle David Legwall à Richfield,
qui est en strip-till depuis pratiquement 30 ans, qui a des sols qui fonctionnent super bien. Le même jour, j'ai dit on va voir David Legworld. Eh ben, il est passé en strip-till dans la foulée et ils sont super contents d'avoir fait ça. Et maintenant, c'est presque lui qui, quand j'y vais, qui m'explique comment il faut faire du strip-till. Mais j'ai pas encore réussi à lui faire mettre des couverts dans les champs. Tu vois, c'est comme quoi, euh, ça peut être long. Ça peut être long. Hein. Et, et donc, une question pour toi. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, mettez-les dans le chat YouTube. Donc, c'est une question qui a été posée. C'est pour toi, quel est l'avenir de l'ACS dans notre contexte franco-français, hein, parce que blanc, on peut. Oui, oui, Si il y a simplement du Régras et du Vulpin qui résistent à tous les herbicides, notamment le glyphosate, quoi. oui, oui, oui. Vous Alors, avez 5 heures. super question. Si tu veux, ou si vous voulez, en fait, faudra certainement qu'on trouve d'autres astuces. Je dirais aujourd'hui, ça montre une chose, c'est qu'il n'y a pas une recette en agriculture, et je vais faire un petit peu mon ancien ou mon sage. Il n'y a pas une recette qui va durer ad vitam aeternam. Il n'y a pas un produit qui va durer ad vitam aeternam. Il n'y a pas une solution qui est durable. Et à tout moment, il faut toujours se renouveler, et pas hésiter à modifier, et des fois modifier en profondeur. Et c'est pas du retour en arrière. Peut-être falloir remettre un peu de travail du sol à un moment donné pour gérer ses résistances, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de phyto fonctionnel, et puis on est en train de perdre l'efficacité du glyphosate. Au moment où on récupère l'utilisation du glyphosate pour 10 ans, on est en train d'en perdre l'efficacité. C'est quand même triste comme affaire. Mais quelque part, c'est un peu normal. C'est pas, on peut pas tenir comme ça. La nature apprend et la nature, elle cherche en permanence à contourner. Et donc, c'est à nous de remodifier sérieusement les itinéraires. Et, et je pense que ce sera pour du bien. Parce qu'encore une fois, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a multiplié les outils dans la caisse de l'agriculture régénérative. On va utiliser peut-être un mot un peu plus récent. On a multiplié les outils. Le SMI Direct fait partie des outils. Les phytos font partie des outils. On a ajouté l'élevage qui fait partie des outils. Peut-être la biologie. Je discutais avec un chercheur, agronome brésilien récemment. Euh, euh, me dit on a des bactéries hein, qui seraient capables de bouffer ton gras là. Hein, et donc tu vois, entre guillemets, un désherbant biologique. Bon, le problème, c'est aujourd'hui, c'est que ça va bouffer du tournesol et ça va bouffer du maïs aussi. On sait pas jouer à fond avec ça, mais on travaille sur des trucs comme ça. Parce qu'ils ont aussi leurs difficultés. Donc, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est rester idéaliste et, et d'être sur des dogmes et de pas vouloir en déroger. Non, faut pas hésiter à bouleverser un peu le système, continuer d'apprendre et puis bah, il y aura. En fait, l'évolution n'est pas linéaire. Et on a pouf, puis après on utilise, puis après on commence à avoir quelques défauts qui arrivent. Et donc là, on est en train de rentrer dans le dur sur cette problématique résistance, mais il y a d'autres choses où ça va plutôt bien. Par exemple, l'autofertilité, réduire les apports d'azote sur les cultures d'été, on arrive à faire des choses vraiment géniales. On fait de la betterave, du maïs avec quasiment plus d'azote, quoi. Faut voir tout ce qu'on a réussi à faire. Mais à un moment, sur la planète, on risque d'avoir des ouvertures. Et donc, soit l'ouverture sera un couvert, soit l'ouverture sera ou une plante, soit l'ouverture sera de la biologie ou une nouvelle molécule ou un nouvel enchaînement, un nouveau concept. Et là, ça va nous permettre
de pouvoir repartir et reconstruire des choses nouvelles. Par exemple, je suis assez impressionné par tout ce qui est relais cropping que je suis depuis maintenant une bonne dizaine d'années, Jason Moke et compagnie, Penn Beckman en Pennsylvanie, il y a du travail en relais cropping en Suisse. Il y a Sylvain Delzon à l'INRA de Bordeaux qui travaille là-dessus. En fait, bah, je vais y aller ce week-end, mais il a des parcelles chez un agriculteur bio à côté de Bordeaux en relais cropping. Bah, c'est un binage dans les céréales, mais une fois qu'il a ramassé le blé, il ramasse un soja. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc, et ça reste de l'agriculture régénérative. Il y a toujours du vert, toujours quelque chose qui pousse, quoi. Donc, ouais, c'est emmerdant, mais c'est stimulant. Et en plus, quand tu dis c'est emmerdant, c'est pas qu'une phrase de quelqu'un qui est sur son siège. Tu as ces soucis, toi, sur ta ferme, quoi. C'est quelque chose que Oui, tu vis oui, au jour oui, le jour, oui, quoi. Tu sais de quoi tu oui, parles. oui, 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 j'ai quelques zones dans mes champs de maïs aujourd'hui où, bah, ma foi, ouais, 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 ce qui marchait il y a 20 ans, marche plus, hein, marche plus. Et là, bah, ouais, ça fait partie des choses qu'il faut accepter et revoir la copie. Et ça, pour moi, c'est clair depuis un petit bout de temps. Il y a toujours une adaptation de la nature pour contourner ce qu'on lui impose, Mhm. quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Alors j'aime bien, il faudrait que je reprenne l'histoire, et tu la connais peut-être presque mieux que moi, ou certainement mieux que moi. Tu sais, une fleur qui est très belle, la passiflore, et un papillon. Il faudrait que tu regardes ça. En fait, le papillon, pour pas être prédaté quand il est sur la fleur, il s'adapte à la couleur de la fleur, mais il transfère un virus à la plante. Donc la plante a changé de couleur pour pas que le papillon vienne sur elle. Et le papillon, il mute à nouveau. Et il y a eu 35 mutations entre la fleur et le papillon. 35. Et ça a créé 35 passiflores différentes et 35 papillons différents. Ok. Donc, non, non. Ou tiens, dans ces mutations-là, par exemple, les crucifères. Je reviens sur quelque chose plus mon domaine. Les crucifères, c'est des plantes qui sont dit, les insectes viennent nous bouffer. Enfin, ils se sont dit, excuse-moi de ma façon de parler, des fois un peu brutale ou paysanne, euh, ouais, on va se charger en soufre, et en fait, ça va repousser les insectes. Et en fait, bah, toutes les crucifères, c'est des plantes qui sont hyper soufrées. En fait, quand tu les goûtes, c'est piquant, hein, c'est les radis, c'est la roquette, c'est les plantes. Et en fait, bah, les insectes et les ont laissés pendant un moment. Parce qu'ils ont trouvé le moyen de faire une barrière par les glucosinolates et les soufres, etc. Et puis, bah, au bout d'un moment, il y a des insectes qui avaient un peu faim. Ils ont trouvé la barrière, comment contourner la toxicité du soufre. Et c'est les insectes qui sont devenus hyper spécifiques du colza ou des crucifères. Donc, voilà, ce qui s'est passé pour les crucifères, ce qui s'est passé pour la passiflore, bah, c'est à peu près normal que ça se passe pour le raisin, et ça aurait pu se passer avec du kénopode ou de l'érigéron du Canada, où c'est en train même de se faire avec ces plantes-là. Donc, non, c'est emmerdant, mais c'est pas une catastrophe. C'est à nous de trouver des systèmes. Et j'ai été, par exemple, et là je suis assez content, je voyais cette parcelle-là cet après-midi. Ça a été dur, là. V'là 2 ans, j'ai semé en couvert que j'ai gardé 18 mois, parce qu'on peut, avec l'élevage, du régrat tétraploïde. C'est ma parcelle de maïs la plus propre. Intéressant. Donc, euh, ouais, ça a été, euh, ça a été un crève-cœur, hein. T'achètes des graines de régras, tu t'es battu toute ta vie contre le régras,
Et il y a un moment, tu te dis, bon, ouais, j'ai tellement été bon que j'ai vidé les champs des raies et en fait, tu crées des fenêtres et tu te retrouves envahi. Dès que tu lèves, ouf, il repénètre. Donc là, j'ai acheté 50 kilos de raie gras. Quand tu sèmes du raie gras, t'es pas fier, hein. Oui, c'est sûr. Et là, on a retrouvé un glypho qui a marché. Alors, dedans, tu voyais bien, et c'était une parcelle qui était blindée de raies résistants. Tu voyais bien de temps en temps, allez, tous les 100 mètres carrés, il y avait un raigra qui avait résisté. Mais, mais bon, c'est pas une prairie qui résiste, hein. Ok. Donc, c'est pour ça, c'est jamais fini. Oh. Donc, Ouais, rassure, rassure-toi, Martin, on a fait beaucoup de boulot là. Tu as fait enfin, t'as une rétrospective de 40 ans, mais je serai plus là, hein, dans 40 ans pour te faire une petite interview sur ta rétrospective. Mais ouais, bon, vous serez pas au bout dans 40 ans, hein. et donc, donc, dans ce cas, je vois l'heure qui tourne. Peut-être, Frédéric, un sujet qu'on n'aurait pas évoqué, que tu voudrais évoquer à présent, parce que j'ai peut-être certainement oublié des choses. Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je dirais quand même, si, il y a quelque chose que j'aime bien dire quand même, c'est que on vit bon, c'est compliqué, hein, ces dernières années en agricole, mais on vit quand même globalement l'agriculture une période formidable, parce qu'avec tout ça, c'est la première fois j'ai vraiment la sensation dans l'humanité qu'on est en train de toucher une agriculture qui va être durable en matière de gestion des sols et gestion des ressources. Il y a encore plein de progrès à faire, hein. Il ne faut pas qu'on se tape sur le ventre en disant qu'on a tout trouvé. Mais c'est la première fois que on le fait. Et ça, si on lit, et je le conseille, le livre Dirt de David Montgomery, qui parle de l'ensemble des grandes civilisations qui ont échoué parce que leur agriculture ont fini par éroder le sol. Que ce soit, comme en ce moment en Mésopotamie, que ça se passe pas bien, mais c'était quand même un berceau de l'agriculture, hein, que ce soit la Grèce, que ce soit Rome, que ce soit les Phéniciens, et même dans l'île de Pâques, il parle même de l'érosion que créent les producteurs de tabac, parce que la première grande culture que produisaient les Nord-Américains, quand ils étaient sous dominance anglaise, c'était du tabac. Mais c'était une culture hyper érosive qui éliminait les sols. Et en fait, à l'époque, ça coûtait moins cher d'avoir, avec des esclaves, de défricher de la nouvelle terre pour cultiver du tabac une fois que la terre était usée, quoi. Mhm. Et en fait, ouais, même une partie des Australiens par le feu, qui ont usé leur terre. En fait, ouais, l'ensemble du monde a beaucoup usé ses terres. Et c'est vraiment la première fois où on a de l'organique, on a de l'activité biologique, on voit des croissances de fertilité, une amélioration de la gestion de l'eau, etc. Euh, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et ça, je pense qu'il faut continuer à empiler là-dessus. Et surtout, euh, sans dogme, sans dogme. Et je pense que l'agriculture de conservation, l'agriculture régénérative aujourd'hui, arrivée à un niveau tel qu'elle n'a pas besoin de s'accrocher à le semi-direct ou des choses, tu vois, très, très clivantes. Euh, elle peut, elle peut s'émanciper beaucoup plus facilement. Super. En tout cas, ça nous fait un joli mot de la fin, je pense. Ok. Frédéric, merci pour ces 2 heures, hein. Merci pour ce temps que tu as passé. Euh, Merci pour organiser ça. Juste avant ta moisson, peut-être que tu as déjà démarré là? Non, 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 pas encore. Mais on grille en ce moment là. Ouais, il On fait grille. chaud. On grille. 33 dehors, là. Bon, on regarde le téléphone 5 fois par jour. C'est quand qu'ils nous envoie de l'eau. Mais bon, 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu d'eau, hein. Ah, t'as pas eu les derniers orages là qui sont tombés depuis fin Rien, mai? rien, rien. Ok. La dernière pluie significative, c'est le 22-23 avril.
Ah oui, ça oui. Effectivement, surtout sur des sols sableux comme chez toi. Ouais, 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 là, je cultive quand même des terres très, très marginales. Dans les conditions qu'on a là, ouais, là, on est sur des terres marginales.